Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de la climatologie. La climatologie, c'est l'étude de l'atmosphère et des phénomènes météorologiques. Donc, l'atmosphère, c'est une couche protectrice de gaz qui permet la vie sur Terre en maintenant des températures dans une plage relativement petite pour maintenir la vie et en bloquant des rayonnements solaires et cosmiques nocifs. Donc, sur cette image, en fait, c'est le fin trait bleu que vous voyez ici. Donc vous voyez à quel point l'atmosphère est fine et donc fragile. Et en fait, elle est entourée de l'ionosphère, ce que vous voyez ici. L'atmosphère terrestre, elle est aussi protégée par les radiations nocives du Soleil et des supernovas, par un noyau en fer qui génère un fort champ magnétique et qui enveloppe complètement l'atmosphère et s'étend bien au-delà. Et c'est ce qu'on appelle la magnétosphère. Donc, quelle est la composition de cette atmosphère? Bon, la plupart de l'atmosphère est composée d'azote, donc 78%, et d'oxygène, à peu près 20%. Et ceux-là, ils ne vont pas interagir avec les rayons du soleil. Par contre, il y a certains gaz qui piègent le rayonnement solaire et qu'on appelle les gaz à effet de serre, tels que le CO2, le méthane, CH4, ainsi que le NO2 et O3 ou ozone. Leur faible présence, qui est à peu près de 0,1%, est essentielle pour piéger juste assez d'énergie pour permettre la vie sur Terre sans la surchauffer. Il faut juste noter que les océans et les forêts régulent aussi la chaleur atmosphérique, mais ils le font sur des échelles de temps plus longues. Donc, comment est organisée cette atmosphère? Donc déjà, le principe général, c'est que la gravité, elle va attirer, entre guillemets, coller l'atmosphère à la surface de la Terre. Et donc, les gaz les plus lourds seront attirés le plus près de la surface, tandis que les gaz les plus légers, ils seront plus éloignés. Il se trouve que les gaz à effet de serre dont on vient de parler, ils ont des masses variables. Donc, certains sont légers, certains sont lourds. Et du coup, leur présence, à différentes altitudes, elle va chauffer l'endroit où ils sont, parce qu'ils piègent le rayon du soleil, ils vont générer de la chaleur. Et du coup, avec ça, on va avoir des gradients de température différents qui vont donner 4 couches dans l'atmosphère de cette planète. On va commencer de plus bas par la troposphère, c'est-à-dire sphère de changement, sphère, tropo, changement, où la température moyenne, elle va diminuer avec l'altitude. Donc plus on monte, plus il va faire froid. Cette couche, elle va contenir à peu près 75% de la masse de toute l'atmosphère. Et c'est là que se produisent tous les phénomènes météorologiques. C'est là aussi d'ailleurs où les avions volent. Les avions volent vers la partie haute de la troposphère. Et pourquoi elle est en fait chaude en bas et elle se refroidit? En fait, c'est parce que la base de cette couche, elle est au contact de la Terre. Et donc la surface de la Terre, elle est chauffée par les rayons du soleil qui vont absorber l'énergie et la transmettre aux couches basses. Donc c'est pour ça que le bas est chaud et plus on monte, plus il fait froid. Au-dessus de cette couche, on a la stratosphère. Strato veut dire couche, donc la couche en couche, on va dire. Et en fait, elle a été appelée comme ça parce que, bizarrement, quand on monte dans cette couche, eh bien, la température augmente avec l'altitude. Et en fait, ça, c'est en raison de quantité croissante d'un certain gaz à effet de serre qui est l'ozone. Et donc, en fait, l'ozone, il absorbe la majorité des rayons ultraviolets nocifs du Soleil et il les transforme en chaleur. Et c'est pour ça que plus on monte dans la stratosphère, plus il fait chaud. Au-dessus de la stratosphère, il y a la mésosphère, qui est en fait la sphère médiane, médian, où la température, encore une fois, elle va diminuer avec l'altitude. Et en fait, la densité de l'air y est très faible, mais quand même assez suffisante pour brûler les météores qui vont tomber à pleine vitesse, à plus de 50 000 km/h. Et donc, ça va former ce qu'on appelle les étoiles filantes. Donc, au-dessus de la mésosphère, on va avoir la thermosphère, ou sphère de chaleur, où la température va augmenter avec l'altitude, et en fait, quand il y a une activité solaire élevée, elle peut atteindre jusqu'à 2000 degrés Celsius. Mais il faut savoir aussi que la densité de l'air est très 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 faible dans cette couche. C'est-à-dire que oui, il y aura des molécules d'air qui seront à 2000 degrés, mais elles seront très espacées entre elles. Et donc la densité en fait est très faible, que la température est très sensible à l'activité solaire. Et donc elle peut chauffer et devenir un plasma. Et donc un plasma est un gaz ionisé où les électrons se sont séparés des atomes.
Et en fait, le plasma, il va interagir avec le champ magnétique terrestre pour former ce qu'on appelle les aurores que vous voyez ici en bas. Il faut savoir aussi que les astronautes qui sont en orbite autour de la Terre et qui résident dans les stations spatiales internationales, en fait, ils sont dans la partie supérieure de cette couche. Et cette partie supérieure, parfois, elle est appelée exosphère, mais la plupart, ils vont la classer toujours dans la thermosphère. Alors, on va se concentrer maintenant sur la troposphère, parce que c'est là où toute la météo et le climat s'opèrent. Et donc, quels sont les éléments qui vont agir sur ce climat? Donc en fait, les changements et les régimes climatiques sur Terre, ils sont générés par deux facteurs principaux. L'action ou la rotation de la Terre sur elle-même ainsi que par rapport au Soleil, et la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc on va prendre chacune séparément et voir comment elle influence le climat dans lequel nous vivons. Donc par rapport au Soleil, déjà l'axe de rotation de la Terre, en fait, il est incliné, il n'est pas droit. Donc l'inclinaison vers le Soleil ou loin du Soleil au cours de l'année, elle va déterminer la quantité de chaleur que cette partie de la planète recevra. Donc lorsque l'hémisphère est incliné vers le Soleil, il va recevoir plus de photons par unité de surface, c'est-à-dire plus de rayonnement solaire par unité de surface, comme vous pouvez le voir ici, dans le sud, dans l'hémisphère sud. Et donc ça va donner l'été. Tandis que l'hémisphère opposé, il va recevoir moins de rayonnement solaire par unité de surface, comme vous pouvez le voir là, en haut, et donc ça va nous donner l'hiver. Cette différence de température entre les deux hémisphères va aussi produire des courants d'air qui vont tourner autour de la planète, ainsi que des courants d'eau qui vont aussi tourner autour de la planète pour essayer d'équilibrer la température. En plus de l'axe de rotation, en fait l'axe de rotation lui-même de la Terre, il oscille. Et il fait ça sur des dizaines de milliers d'années, à peu près chaque 26 000 ans, il fait un tour complet, ou une oscillation complète. Et en fait ça va provoquer des événements climatiques à long terme, tels que les périodes glaciaires qui sont intercalées par des périodes de réchauffement climatique. Et aussi, on a les effets de latitude sur la température. C'est-à-dire qu'à l'équateur, comme vous pouvez le voir ici, il fait chaud et humide quasiment toute l'année parce qu'elle reçoit plus ou moins la même quantité de lumière solaire à longueur d'année. Et plus on va s'éloigner de l'équateur, plus les variations d'ensoleillement vont être prononcées. Et du coup, en plus on s'éloigne de l'équateur, plus les températures vont se refroidir. Maintenant, comment ça va agir sur l'air et l'atmosphère? Donc, le Soleil, comme on a dit, il va chauffer les molécules d'air, ce qui va leur conférer plus de mouvement. Et donc, plus de mouvement veut dire qu'ils vont occuper plus d'espace, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de densité, c'est-à-dire moins de pression. Et du coup, ils vont s'élever, et ce qui va créer des courants verticaux, comme vous pouvez le voir dans l'image en bas. La pression atmosphérique, elle va être influencée par les différences entre des poches d'air chauds et des poches d'air froid. Et cette différence, on appelle ça un front. Et donc, lorsque les fronts ils vont être très différents en température, ils vont essayer de se mélanger en créant un mouvement et une pression. Et lorsque l'air tente de s'équilibrer en se déplaçant des zones de haute pression vers les zones à basse pression, il va générer le vent. Et donc, ce vent et ces pressions, ils vont avoir des comportements différents sur la teneur en eau et le climat. Et donc comment ça va se passer? Déjà on va prendre la basse pression. Donc quand on a des molécules d'air chaud qui se déplacent, comme on l'a dit, elles vont créer plus d'espace entre elles, moins de pression. Mais plus d'espace veut dire qu'il y a capacité de contenir plus de molécules d'eau entre ces molécules. C'est-à-dire que l'air chaud, il peut contenir plus d'humidité. Donc plus l'air chaud il va s'engorger de vapeur d'eau et monter, il va emporter avec lui cette humidité, cette vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'il atteigne une température assez basse pour qu'il puisse se condenser et former ce qu'on appelle des nuages. Et lorsque ces nuages sont saturés en humidité, il faudra qu'ils lâchent quand même cette humidité quelque part. Et donc ils vont produire de la précipitation sous forme de pluie ou de neige, et cela en fonction de la température de l'air qui est environnant, ainsi que de la présence de particules de poussière qui vont attraper les particules d'eau et les faire tomber avec elles. Donc, plus d'espace entre les molécules signifie aussi, comme on l'a dit, basse pression. Et donc, plus la pression est basse,
plus le temps est nuageux ou orageux. Donc par opposition, quand on a une haute pression, à l'inverse de la basse pression, donc les molécules d'air sont plus enserrées les unes contre les autres, et donc ont moins d'espace pour contenir des molécules de vapeur d'eau. Et donc plus la pression est élevée, plus le ciel va être clair, et le temps va être dégagé. Maintenant, par rapport à la rotation de la Terre, lorsque la Terre tourne autour d'elle-même, les masses d'eau qui sont censées monter de manière verticale, en fait, elles vont être entraînées à tourner de manière circulaire à cause de la rotation de la Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Coriolis. Et donc cet effet se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, comme vous pouvez le voir ici, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Et cela donne lieu à des grands systèmes météorologiques, comme les anticyclones, ou peut former aussi des systèmes cycloniques, tels que les ouragans. Maintenant, toute cette variation de pression, elle va bien sûr conduire à des variations d'eau. Et donc, cette variation d'eau, elle va aussi être influencée par le mouvement de la Lune autour de la Terre. Alors comment? Parce que la Lune, elle va exercer sa gravité sur les masses d'eau, et pendant son mouvement circulaire qui est continu, elle va créer des marées. Et ces marées, non seulement elles vont influencer la météo, par la quantité d'eau chaude ou d'eau froide qu'elles vont déplacer, mais aussi elles vont conduire à la dispersion de fertilisants dans la planète et conduire à la fertilisation de la planète. Donc c'est très important pour la vie sur Terre. Voilà, nous arrivons à la fin des principes de climatologie. Je vous remercie pour votre attention, j'apprécie vos commentaires et on va se revoir dans la prochaine vidéo qui sera sur la géographie.